Bonjour à tous, comment allez-vous? Le mercredi 10 septembre de cette année 2025, l'activiste Charlie Kirk a été assassiné lors d'un événement auquel participait Charlie Kirk. Au cas où vous ne le connaîtriez pas ou autre, c'était un activiste de droite avec une idéologie conservatrice, en gros, qui était très connu, très célèbre dans son domaine. Il avait énormément de followers, je crois que sur YouTube, il avait environ 4 millions d'abonnés, sur TikTok, c'était à peu près pareil aussi. Et il avait plusieurs émissions, plusieurs podcasts, où il donnait son avis. Évidemment, cette opinion polarisait beaucoup le public. Il y avait des gens qui l'adoraient, des gens qui disaient qu'ils étaient totalement d'accord avec lui, et d'autres qui le détestaient et disaient les pires choses sur lui. Que faisait-il dans la vie? En gros, à ça. Et il avait aussi l'habitude d'aller dans différentes universités et d'organiser des débats en direct. Il s'asseyait avec un micro, recevait des personnes d'idéologie opposée, répondait à leurs questions et débattait avec elles. Le mercredi, il faisait cela lors d'un débat qu'il organisait à l'université de l'Utah. Et soudain, il a reçu une balle dans le cou. Je crois que nous avons tous vu cette vidéo. Elle a circulé partout. Il n'y avait rien à faire, c'était un tir direct à la carotide, il s'est vidé de son sang immédiatement. Même s'ils l'ont emmené à l'hôpital, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il avait déjà perdu beaucoup de sang. Il est mort quelques heures après l'attaque. Et finalement, le vendredi 12 septembre 2025, on a retrouvé le coupable, l'assaillant, la personne qui avait tiré, et il a été identifié comme Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans, et tout un débat a commencé. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur mon autre chaîne, LDA, au cas où vous ne le connaîtriez pas ou autre. Je pense que je vais mettre la vidéo ici à la fin, parce que j'allais la laisser en lien pour que vous alliez la voir. Mais les gens sont très paresseux. Les gens sont vraiment, vraiment paresseux. Dans cette vidéo, on parle beaucoup de la biographie de Charlie Kirk, en gros. Nous retraçons toute sa carrière, de sa naissance à son décès. Et nous parlons aussi de l'assassin du tireur, Tyler Robinson, et nous donnons beaucoup d'autres détails. Un beau débat s'est ouvert et organisé dans les commentaires. Est-ce qu'ils sont en train de s'entretuer? Ce que je voulais vous montrer, c'est quelques détails de petites choses qui sont apparues aujourd'hui. En ce qui concerne ce crime, ce meurtre, surtout sur le réseau social désormais appelé X, que je continuerai à nommer Twitter, l'une des petites choses que j'ai gardées, c'est cette vidéo de Nick Fuentes. Nick Fuentes en est un autre. Un autre communicateur très similaire à Charlie Kirk, qui est aussi un communicateur. Influenceur de droite, également conservateur, mais encore plus à droite et encore plus conservateur que Charlie Kirk. Beaucoup le qualifient même d'influenceur d'extrême droite. Au point qu'il s'est déclaré et continue de se déclarer ennemi de Charlie Kirk. Bien qu'il soit du même côté, il se considère comme son ennemi parce qu'il ne trouvait pas Charlie Kirk suffisamment à droite. C'est un communicateur bien plus polémique. J'ai même cherché des vidéos sous-titrées ou autres sur TikTok pour vous montrer. Et son contenu n'est pas sur TikTok, c'est-à-dire qu'il est considéré comme du contenu haineux. C'est pourquoi TikTok n'autorise pas la diffusion de ses vidéos sur sa plateforme. Quand par exemple Charlie Kirk est bien sur TikTok et il a sa propre page et tout le reste, lui, dans cette vidéo, dans ce communiqué qu'il a fait, il a parlé de Charlie Kirk, il a dit que c'était son ennemi. Cependant, il a évidemment condamné ce qui s'est passé et il a fait quelque chose qui a fait parler de lui. Qui a à voir avec ce dont on a parlé ces derniers jours à propos du mouvement auquel appartenait le tireur? À quel mouvement appartenait ce jeune homme qui est ici? Tyler Robinson, c'est ce jeune homme qui a finalement tiré le coup de feu qui a mis fin à la vie de Charlie Kirk. Ici, on peut voir un reçu d'un don que Tyler Robinson avait fait à la campagne de Donald Trump. Il avait donné 224 $. C'est là que ça commence vraiment à attirer toute l'attention, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, on aurait dit que le plus logique aurait été qu'il soit attaqué par quelqu'un d'une idéologie opposée. Eh bien, il s'avère que non. Il s'avère qu'apparemment, ce jeune homme était aussi du même côté. Donc ce dont on parle, c'est que ce jeune homme, Tyler Robinson, était aussi de la même idéologie, mais beaucoup plus radicalisé. Et il appartenait aux fans de cet homme qui est ici, Nick Fuentes, qui est cet influenceur. Ici, Nick Fuentes, apparemment, avait un groupe de fans qui s'appelait les Groypers.
Les Groypers, parfois appelés l'armée Groyper, sont un groupe d'activistes d'extrême droite, nationalistes blancs et nationalistes chrétiens dirigés par Nick Fuentes. Leurs membres ont tenté d'introduire la politique d'extrême droite dans le conservatisme traditionnel des États-Unis. Et ils ont participé à l'attaque du Capitole le 6 janvier et aux manifestations qui l'ont précédé. Ils ont attaqué d'autres groupes et individus conservateurs dont ils considèrent les programmes comme trop modérés et insuffisamment racistes et nationalistes. Le mouvement Groyper a été décrit comme nationaliste, blanc, homophobe, nativiste, fasciste, sexiste, antisémite et comme une tentative de redéfinir le mouvement d'extrême droite en déclin. C'est essentiellement ça. Un groupe de créateurs de mèmes, un groupe de personnes qu'on trouve sur les forums internet comme 4chan et autres. Qui sont des partisans de ce jeune homme que nous avons ici, Nick Fuentes? Et qu'a fait Nick Fuentes? Dans ce communiqué, évidemment, il est sorti pour dire qu'il condamnait cette attaque, qu'il condamnait tout acte violent. Et que si tu étais un de ces partisans qui prévoyaient de commettre une attaque avec des armes ou autres, il te condamnait fermement. Il ne voulait rien avoir à faire avec ce que tu faisais. Beaucoup pensent qu'il se protège pour éviter de témoigner en cas de procès. On découvre que le jeune tireur, toujours en vie, a été arrêté et livré par son père. Et s'il parle de lui? Il montrera la vidéo pour prouver son innocence. Je n'ai rien à voir, je l'ai dit. C'est ce que beaucoup disent sur Internet, que c'est comme la façon de se protéger de ce jeune homme, Nick Fuentes. Au cas où on viendrait à l'accuser si le tireur finit par dire qu'il est son fanatique. Des preuves qu'il était un Groyper, et les preuves sont un peu vagues. Ces comparaisons avec des memes, par exemple, qui disent que cette photo a été prise en imitant ce mème, et aussi des preuves de phrases écrites sur les balles qu'il allait utiliser contre Charlie. Il en a finalement utilisé une, mais il en avait plusieurs autres. Et il y en avait beaucoup, il y avait des mèmes. Beaucoup avaient des commandes de jeux vidéo. Apparemment, c'était un fan d'un jeu vidéo appelé Hells Divers 2, et il avait des commandes de ce jeu vidéo ou des phrases qui y sont utilisées. Même la chanson Bella Ciao, que vous connaissez sans doute grâce à la Casa de Papel, mais qui apparemment est utilisée dans l'une des versions de ce jeu vidéo qui circule. Photo de Tyler Robinson, ici déguisé en Donald Trump, c'est-à-dire un Donald Trump gonflable avec son père. Et lui, évidemment, avait été entraîné à manier des armes depuis tout petit. C'est pourquoi il avait cette précision mortelle au moment de tirer. Et ici, une réflexion très intéressante, que tout le monde débat, je trouve ça super intéressant, et il me semble intéressant d'en parler. Beaucoup débattent pour savoir si le tireur de Charlie Kirk était de gauche ou de droite. S'il était de droite, la famille était conservatrice. Mais il est devenu de gauche ces derniers temps, influencé par l'université, par son colocataire, ou peu importe. D'autres affirment, n'était-il pas d'extrême droite, et c'est pour cela qu'il a tiré. Beaucoup soulignent que peu importe qu'il soit de gauche ou de droite, cela n'a pas d'importance. Ils passent leur temps à se renvoyer la balle, à se rejeter la faute pour se laver les mains. Mais ce qui attire finalement l'attention et ce qui importe vraiment, c'est ce que cet utilisateur Adam Mockler débat et présente ici sur X. C'est que le tireur avait des mèmes écrits sur ses balles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie essentiellement qu'il y a toute une génération Z si on veut, influencé, qui a grandi directement avec Internet, qui a grandi avec la culture numérique et ce qui s'est passé ces dernières années sur Internet. Qui a quitté ce paradis du début, dont je me souviens, ce qu'était Internet quand il a commencé en 2000, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. À devenir un endroit rempli de haine, rempli de violence, un endroit où une vidéo comme celle-ci, celle de l'assassinat, commence à circuler partout. Un endroit où, tout le temps, si on est sur X ou sur Twitter, il y a constamment des disputes, des accusations, de la violence. Tout le temps, des deux côtés. Et tout le temps, ça se prépare. Disons, cette culture d'aller se battre, d'aller confronter l'autre, cette culture chargée de haine qui est fondamentalement cela. Personnellement, je remarque que sur ce qu'est le nouveau X, sur la nouvelle plateforme X, comparé à ce qu'était l'ancien Twitter, il y avait beaucoup plus de contrôle. Et ainsi de suite.
c'est que de la haine. Littéralement, c'est tout le temps de la haine. Tout le temps, on va attaquer cette personne. Tout le temps, on va se disputer à propos de ça. Tout le temps. Des vidéos faisant des mèmes ou se moquant de l'un ou de l'autre, l'un agressant l'autre, un autre publiant une vidéo, insultant celui-ci, insultant. Tout le temps, c'est des tirs croisés de violence les uns contre les autres. Et évidemment, un jeune. Un jeune, comme c'est le cas du tireur, qui peut-être n'avait pas une grande vie sociale et passait beaucoup de son temps sur Internet. Il commence à être influencé par tout ce qu'il voit sur Internet. En n'ayant pas d'amis, en n'ayant pas d'autres opinions, d'autres points de vue, il commence à devenir biaisé, à cause de ce qu'est l'algorithme. Il est évident qu'en consommant un type de contenu, l'algorithme saisit ce que l'on regarde. Et il te propose tout du même genre et tu te retrouves enfermé dans un cercle. Chose qui n'arrivait pas avant sur Internet. Avant, il y avait une pluralité de pensées et de voix sur Internet. Tout n'était pas du même genre qui apparaissait. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment fonctionnent les réseaux et ne savent pas comment fonctionne un algorithme. Tu vois? Si tu consommes un contenu lié à une pensée, il te propose tout du même genre. Les algorithmes de X, TikTok ou autres saisissent rapidement ta façon de penser et ce que tu aimes regarder. Il veut te garder sur ce réseau et te propose tout ce qui s'y trouve pour te satisfaire. Beaucoup de jeunes ne s'en rendent pas compte et commencent à avoir une pensée très biaisée. Une pensée qui tourne en rond, c'est toujours la même chose, toujours le même type de pensée qui défile. Et ils pensent, et ils croient que le monde entier pense comme ça. Ils pensent que tout le monde pense comme ça. Et que toutes les personnes qu'ils connaissent ou qu'ils suivent sur Internet ou peu importe vont penser comme eux. Parce que leur cerveau et leur esprit sont complètement biaisés par l'algorithme. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé dans ce cas. Pour moi, cela va au-delà de savoir s'il était de droite ou de gauche. Pour moi, le débat ne se situe pas là. Le débat porte sur le fait que les réseaux sociaux aliènent de plus en plus les gens. Et ils mènent le monde à un point de violence qui peut encore s'aggraver. Et ce genre de choses arrive, comme cela vient de se produire ici. Et c'est ce qui se débat en ce moment sur Internet, et c'est ça l'information. Personnellement, je pense que cette réflexion est plus importante. Oui, avant de savoir quelles idéologies avait le tireur ou autre, je pense qu'il est bien plus important de réfléchir un peu à cela. Sur la force des algorithmes, des mèmes, et sur ce qui arrive à une personne comme lui, qui avait 22 ans, qui a grandi à cette époque, qui n'a connu d'autre monde que celui des algorithmes et d'Internet. Et il a grandi totalement influencé par cette violence qui lui a été constamment martelée dans la tête. C'est ce que l'on sait pour l'instant sur Charlie Kirk et son tireur. Pour l'instant, il est en détention. Il a été livré par son père. Quoi? Après avoir vu les images de vidéosurveillance qui circulaient? Pour en savoir plus, je vous laisse ci-dessous la vidéo que nous avons préparée pour la journée. Une vidéo un peu longue, mais je pense qu'elle est intéressante et qu'elle contient beaucoup d'informations à ce sujet, sur Charlie Kirk et sur le tireur. S'il devait y avoir plus de contenu, nous ferons une deuxième partie, sûrement ici ou sûrement dans la journée, nous ne le savons pas. Mais si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer les notifications. Je n'ai rien à ajouter. Nous avons fait un documentaire d'1 heure sur les tours jumelles. Si YouTube ne vous l'a pas proposé, il ne vous l'a pas montré. Je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller le voir. Et si vous ne tapez pas tours jumelles, Magnus Mephisto apparaîtra sûrement dans le moteur de recherche. Voyons ce que nous avons préparé pour ce jour-là. Le 10 septembre 2025. Les couloirs de l'université de la vallée de l'Utah résonnaient de murmures, de rires et de pas pressés. Étudiants et professeurs se rendaient à l'auditorium principal pour l'un des événements sportifs majeurs de l'année. Une rencontre où Charlie Kirk, leader de la jeunesse, conservateur et figure polarisante, allait défier les idées, provoquer des réflexions et, comme toujours, susciter des controverses. Tout cela sous le slogan « Prouvez-moi que j'ai tort ». Ce modèle était déjà un classique. Charlie était assis sous une grande tente blanche, micro en main. Il débattait avec des étudiants de gauche, soulignant toujours les valeurs du capitalisme et son indifférence envers les luttes des minorités ou les mouvements de dissidence sexuelle. Les vidéos de ces débats étaient ensuite relayées sur YouTube, Instagram ou X par ses partisans et détracteurs. Certains les utilisaient comme emblème d'une pensée qui les représentait, d'autres avec de vives critiques.
Personne n'imaginait que cette journée, qui promettait d'être un autre chapitre dans l'histoire d'un activiste influent qui était même devenu proche du président Trump, finirait en tragédie. Lorsqu'un coup de feu a retenti sur les lieux, le chaos était inévitable. Mais ne précipitons pas les choses. Comment s'est déroulée la carrière de ce jeune homme? Quels projets l'ont propulsé? Une voix d'autorité? Que sait-on de son agresseur et comment l'ont-ils attrapé? Est-il vrai qu'il y a eu un livre qui a prédit l'attaque? Pourquoi les mots de condoléances de Trump ont-ils suscité la méfiance de la population? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous devons remonter au 10 septembre 2025, le jour où Charlie Kirk a été tué. Avant de continuer, il est important de souligner que cette histoire se déroule au temps présent. Il se peut donc que certaines informations fournies dans ce rapport soient incomplètes ou inexactes. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez que nous continuions à enquêter dessus, vous pouvez écrire Tirador dans les commentaires. Et maintenant, commençons. Premier pas d'un activiste. Charlie James Kirk était né le 14 octobre 1993 à Arlington Heights, dans l'Illinois, une banlieue aisée de la région métropolitaine de Chicago. Il a grandi à Prospect Heights, un quartier aux rues tranquilles et aux maisons en briques rouges, entouré de parcs et d'écoles bien cotées. Ses parents, exerçant des professions axées sur le service et la créativité, ont profondément marqué son enfance. Sa mère, conseillère en santé mentale, lui a appris à observer l'esprit humain et à comprendre émotions et motivations. Son père, architecte, l'a initié au monde de la planification, de la structure et de l'ambition de laisser une empreinte tangible dans le monde. Depuis l'enfance, Charlie s'intéressait à la politique et au débat, tandis que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo ou faisaient du sport. Il consommait des émissions d'actualité éditoriale, apprenant à identifier ce qu'il considérait comme des biais idéologiques et à remettre en question les informations qui lui étaient présentées. Cette curiosité précoce l'a amené à écrire ses premiers textes politiques, critiquant la façon dont les manuels scolaires abordaient certains sujets. Au lycée, Kirk s'est également distingué dans des activités extrascolaires qui ont renforcé sa discipline et son leadership. Il est devenu Eagle Scout, atteignant le sommet du programme des Boy Scouts. Cela reflétait non seulement sa capacité d'organisation et de persévérance, mais lui a également offert un réseau de contacts et des compétences qu'il appliquerait plus tard dans son activisme politique. À l'adolescence, Charlie s'est davantage investi dans des campagnes politiques locales et étatiques. Il a participé par exemple à la campagne de Mark Kirk, sénateur républicain de l'Illinois, en 2010 en contribuant à la promotion et à la logistique. C'est au cours de ces années que sa vocation politique a commencé à se solidifier. Il a compris que l'organisation, la stratégie et la narration étaient des outils fondamentaux pour influencer l'opinion publique. En même temps, sa personnalité commençait à se révéler complexe et polarisante. Charlie avait une sensibilité rare pour son âge et un style confrontant qui gênait parfois professeurs et camarades. Ses premiers articles et chroniques, en particulier ceux publiés dans des médias comme Breitbart News, dénonçant ce qu'il percevait comme un parti pris libéral dans les manuels scolaires, ont attiré l'attention de figures conservatrices nationales. Son apparition sur Fox Business lors de sa dernière année de lycée a été un moment décisif, car elle l'a propulsé sur une scène plus large et l'a consolidé comme un jeune activiste prêt à défier. À 18 ans, alors que d'autres jeunes de son âge exploraient encore des carrières et des activités extrascolaires, Charlie a pris une décision qui allait marquer son destin. Fondé Turning Point, États-Unis d'Amérique. Inspiré par son expérience dans les campagnes politiques et par le sentiment que les voix conservatrices des jeunes étaient systématiquement ignorées dans les universités à travers tous les États-Unis. Charlie a décidé de créer une organisation capable de changer cette situation. Le début a été modeste mais stratégique. Depuis le garage de ses parents à Prospect Heights, il a contacté des étudiants, planifié des événements et cherché des alliés avec un ordinateur portable et un téléphone. Sa vision était claire, mobiliser, éduquer et autonomiser la jeunesse conservatrice afin qu'elle défende ses idées. Sur le terrain, la gauche politique prédominait. Il ne s'agissait pas seulement de débats, il s'agissait de créer un réseau national capable d'influencer la politique et l'opinion publique depuis la base. Le premier grand soutien financier est venu de Foster Fries, homme d'affaires et donateur républicain, qui a perçu la passion et l'ambition de Charlie.
Le soutien financier a permis au groupe de sortir du garage et d'organiser ses premiers événements de manière professionnelle, ce qui a rapidement attiré l'attention des étudiants. Médias conservateurs. Kirk a d'abord lancé des campagnes et débats dans les universités. L'idée était simple mais provocatrice, inviter les étudiants à remettre en question leurs convictions politiques face à une perspective conservatrice, en encourageant des discussions intenses et des confrontations médiatiques qui sont rapidement devenues virales. Cette approche directe et provocatrice n'a pas seulement accru la visibilité de son mouvement, elle a aussi fait de Kirk une référence pour les jeunes activistes. Sous sa direction, Turning Point États-Unis d'Amérique a connu une croissance fulgurante. En 2015, l'organisation avait des filiales dans de nombreuses universités et un réseau d'étudiants bénévoles appliquant la méthode de Kirk à l'échelle nationale. Sa capacité à se connecter avec des jeunes désabusés, à comprendre leurs préoccupations et à leur offrir un espace où leurs idées étaient écoutées est devenue la pierre angulaire de son succès. À son tour, chaque débat, chaque vidéo virale et chaque apparition médiatique était soigneusement calculée pour générer de l'impact. Sa capacité à s'adapter aux réseaux sociaux, à produire du contenu attrayant et à maintenir un message constant a fait de lui un maître de la communication politique moderne. Cependant, cette croissance a également suscité des critiques. Certains l'accusaient de favoriser la polarisation et de privilégier la visibilité au détriment du débat constructif. D'autres remettaient en question le financement de l'organisation et les tactiques utilisées pour influencer les campus universitaires. Pourtant, pour de nombreux jeunes conservateurs, Charlie représentait une voix forte, claire et sans peur. Ce qui avait débuté comme un projet de jeunesse est rapidement devenu une plateforme mobilisant des millions de personnes. Établir des contacts politiques de haut niveau et propulser Charlie Kirk qui veut profiter pleinement de cette exposition. Influence médiatique. Charlie a compris que pour conserver et consolider son influence, il ne suffisait pas d'organiser des débats et des événements dans les universités. La clé résidait dans les médias. Depuis son jeune âge, il avait montré une fascination pour la manière dont les idées pouvaient façonner l'opinion publique et comment une voix convaincante pouvait résonner au-delà de l'espace physique. Ainsi, Kirk s'est plongé dans le monde des podcasts, de la télévision et des réseaux sociaux, construisant un écosystème de communication qui ferait de lui une référence nationale. Les podcasts de Kirk sont devenus sa plateforme la plus puissante à travers des émissions comme Charlie Kirk Live et Turning Point Daily. Il offrait un flux constant d'analyses politiques, d'interviews et de commentaires sur l'actualité, toujours d'un point de vue conservateur. Son style était conçu pour capter l'attention d'un jeune public habitué à l'information rapide et à la confrontation médiatique. Kirk ne parlait pas que de politique, il partageait aussi ses préoccupations et frustrations avec la jeunesse. Il critiquait ce qu'il percevait comme des biais dans l'éducation, la culture et les médias, tout en promouvant des valeurs traditionnelles. Il pensait que les personnes de couleur, les musulmans et les personnes trans, entre autres, étaient des déchets qui salissaient le monde. Son analyse politique accessible et directe lui a attiré des fidèles, principalement étudiants ou jeunes diplômés, qui le voyaient comme un mentor idéologique. Parallèlement, Kirk a écrit plusieurs livres qui ont élargi sa portée au-delà des podcasts et des campus universitaires. Des publications comme Campus Battlefield et la doctrine Make America Great Again exploraient sa vision de la politique des jeunes et la nécessité de défier ce qu'il considérait comme l'hégémonie libérale dans la culture américaine. Ces livres ont reçu un accueil mitigé. Parmi les lecteurs conservateurs, ils ont été salués comme des guides inspirants pour l'action politique, tandis que les critiques et les médias libéraux ont accusé Kirk de simplifier les idéologies. Parallèlement, Kirk a maintenu sa pertinence en dominant l'écosystème numérique. Sa stratégie incluait des vidéos courtes, des interviews en direct et des confrontations politiques, fréquemment partagées par des milliers de followers en quelques heures. Comme il est clair, sa capacité à se connecter avec les plus jeunes, tout en suscitant la polémique, a jeté les bases d'un leadership qui serait mémorable, débattu et, finalement, tragiquement interrompu. Alliance avec Trump? À mesure que Turning Point États-Unis d'Amérique s'imposait comme un mouvement de jeunesse influent, Charlie Kirk a commencé à établir des liens stratégiques avec des personnalités politiques de premier plan. La plus remarquable étant sa relation avec Donald Trump. Depuis la campagne présidentielle de 2016, Kirk a compris que la politique américaine était à un tournant.
Trump représentait un phénomène disruptif et direct, et Kirk a vu en lui un allié naturel. Tous deux partagèrent la capacité de communiquer de manière claire, provocatrice et efficace avec un public qui se sentait souvent ignoré par les médias traditionnels. Pendant cette campagne, Kirk et son groupe ont organisé des événements de soutien, mobilisé des étudiants universitaires et créé du contenu numérique qui amplifiait le discours pro-Trump. Son influence n'est pas passée inaperçue. En 2020, Trump l'a nommé à une commission sur l'éducation patriotique, saluant l'impact de Kirk sur la jeunesse et sa capacité à transmettre des valeurs conservatrices. Cette position lui a permis d'entrer dans les cercles les plus proches de la politique nationale, augmentant sa visibilité et sa légitimité en tant que leader de la jeunesse. La relation avec Trump a permis de nombreuses apparitions publiques. Kirk est devenu l'orateur principal lors d'événements clés de l'administration et a été invité à participer à des inaugurations et à des conférences politiques de haut niveau. Il est essentiellement devenu une ressource stratégique pour mobiliser le soutien dans les universités et les villes où la présence conservatrice était limitée. À cette époque, Kirk a également fait face à de plus en plus de critiques de la part de penseurs et de secteurs sociaux qui continuaient à le voir comme un bon créateur de vidéos virales, mais comme une personne néfaste en ce qui concerne la recherche d'empathie. Ces dernières années, les discussions politiques ont évolué et de nouveaux phénomènes ont remis en cause la manière habituelle de comprendre l'échange d'idées. Ainsi, tandis que certains considèrent Kirk comme un sociasta et un pionnier qui a su trouver le moyen de s'exprimer dans une modernité hostile et rapide, d'autres le voient non comme une personne qui, sans mesurer les conséquences, n'a fait qu'alimenter cette machine. Sachant que sa simple présence pouvait susciter autant d'amour que de haine, Kirk avait averti à plusieurs reprises qu'il craignait pour son intégrité. Malgré tout, il n'a jamais cessé de se produire en direct et, dernièrement, il a intensifié ses passages dans les universités, avec le projet de continuer à apporter son soutien aux différentes campagnes de Trump. Il est ainsi arrivé dans l'Utah le 10 septembre 2025. Il s'est présenté sur place avec un sourire, prêt à faire ce qui lui était naturel, parler de politique et inviter le public à lui prouver qu'il avait tort. Il ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il le ferait, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Ce jour-là, censé être une date ordinaire dans l'agenda de débat de Charlie Kirk, est devenu un moment qui a bouleversé les États-Unis. L'Université de la Vallée de l'Utah, à Orem, se préparait pour l'un des événements dirigés par l'influenceur de 31 ans. Cependant, tout allait finir en tragédie. Pendant le débat, un tireur d'élite a ouvert le feu, Charlie a été touché au cou et s'est effondré au sol sous le regard horrifié du public. Les services d'urgence sont arrivés rapidement et l'ont transporté à l'hôpital, mais les tentatives pour le sauver ont été vaines. Sa mort a été confirmée peu après, laissant un vide immédiat dans la communauté conservatrice et un sentiment d'incrédulité dans tout le pays. Les autorités ont qualifié l'attaque d'assassinat politique en raison de la notoriété de la victime. La couverture médiatique a été massive, avec des retransmissions en direct, des témoignages d'étudiants présents et des analyses sur l'impact que cette perte aurait sur la politique jeunesse et nationale. La nouvelle a été confirmée aux dirigeants politiques, aux médias et à des millions de partisans de Kirk. La nouvelle a été confirmée aux dirigeants politiques. A publié un communiqué décrivant Charlie comme un jeune homme courageux, un leader visionnaire et un défenseur infatigable de la jeunesse conservatrice. Le libéral s'est suicidé pendant un dîner, avec Action, Mélodie, Choli. Les spectateurs des États-Unis. Ainsi, toute la vidéo dans laquelle le président américain a déclaré cela n'a pas été exempte de débat. La raison ? On pense qu'il a été réalisé avec l'intelligence artificielle, ce qui pour beaucoup brise le lien de confiance qui doit exister entre un dirigeant et le peuple. Sur les réseaux sociaux, les hommages et des vidéos de ces débats se sont multipliés, accompagnés de messages d'étudiants expliquant comment Kirk les avait inspirés à s'engager en politique. La polarisation qui l'a caractérisé de son vivant se reflétait aussi dans la réaction à sa mort. Admiration et peine d'un côté, critique et débat sur son style de l'autre. Face au fait qu'une partie de la jeunesse célébrait l'attentat, les autorités américaines ont averti qu'elles puniraient quiconque ne respecterait pas le deuil. Des messages de personnes qui mentionnaient l'ironie du fait que Kirk soutenait le port d'armes libres ont également été censurés. Et il avait mentionné à plus d'une occasion qu'il préférait la
Au-delà de ces questions houleuses, tous les regards se sont tournés vers la recherche de l'assaillant. Qui a tiré? La mort de Charlie Kirk a provoqué non seulement de la douleur et de la stupeur, mais aussi une intense chasse aux responsables. Les autorités se sont retrouvées face à une situation complexe. Un tireur d'élite qui avait réussi à s'enfuir rapidement du lieu de l'attaque. Dès les premiers instants, la police et le FBI ont établi qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité, avec des motivations qui pourraient être liées à la politique, à l'idéologie et à la notoriété publique de la victime. Le 12 septembre, à peine 2 jours après l'attentat, le président Donald Trump a annoncé qu'un suspect avait été arrêté, Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans résidant dans l'Utah. La nouvelle a de nouveau choqué le pays et les médias ont commencé à enquêter sur sa vie et ses motivations possibles. Robinson avait réussi à échapper à la police pendant plus de 24 heures. Son arrestation a été possible grâce à sa famille. Reconnu par un proche, il a finalement été remis aux autorités par son père. L'enquête a révélé que Robinson avait agi avec une arme à longue portée, un fusil Mose 30-06 à verrou, et que les cartouches récupérées portaient des inscriptions avec des messages liés à des thèmes comme le transgenre et l'antifascisme, ce qui a alimenté des spéculations sur sa motivation. Les autorités ont trouvé dans le chargeur du fusil d'autres douilles non utilisées portant des messages comme « Hey fasciste, attrape-le » ou « Si tu peux lire ceci, es-tu gay ?» Ha ha ha, ou encore « Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao », une chanson populaire italienne devenue un hymne partisan de la résistance contre le fascisme de Mussolini et l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les enquêteurs ont également diffusé des images de vidéosurveillance d'une personne d'intérêt correspondant à Robinson, vêtue de vêtements sombres et arborant un emblème distinctif sur la poitrine. Son identification et arrestation rapide ont permis aux autorités de reconstituer les faits et la possible planification de l'attentat. Malgré ces preuves, de nombreux détails sont restés flous. L'enquête officielle s'est concentrée sur la détermination de savoir si Robinson avait agi seul ou s'il y avait eu complicité, ainsi que sur l'éclaircissement du lien entre ses motivations personnelles et la notoriété de Kirk en tant que leader de la jeunesse conservatrice. Dès le début, des théories non confirmées ont émergé sur les réseaux sociaux et dans les médias alternatifs. Certains évoquaient de possibles liens avec des groupes radicaux, d'autres suggéraient des motivations idéologiques ou même des conspirations plus larges. Bien que la police ait maintenu que Robinson avait agi seul, la circulation de rumeurs concernant de possibles complices, des réseaux de soutien ou des conspirations avant l'attaque a accru la confusion. Lors de la rédaction du rapport, on savait que Robinson avait longtemps soutenu Trump, puis était devenu plus radical et extrémiste. D'autres indiquent qu'il restait républicain, que son père est mormon et ancien policier, et qu'en fait, toute son éducation avait été conservatrice. En attendant l'apparition de nouvelles informations, de nombreux autres internautes ont également donné leur avis. Un jour avant que Kirk ne soit assassiné, un livre parlant précisément de cet épisode avait été mis en vente. Oui, vous avez bien entendu, un livre prophétique. Une actualité devenue virale en ligne concerne la sortie d'un livre intitulé « L'assassinat de Charlie Kirk », un compte-rendu complet de l'attaque de l'Université de la Vallée de l'Utah, ses conséquences et la réaction de l'Amérique. La traduction serait « La fusillade de Charlie Kirk », un récit complet de l'attaque de l'Université de la Vallée de l'Utah, les conséquences et la réponse des États-Unis. Ce qui troublait, c'est que le livre était attribué à Anastasia G. Casey. Amazon, avec une date de publication au 9 septembre 2025, soit un jour avant l'assassinat de Kirk. L'apparition rapide du livre et son contenu détaillé sur l'attaque ont suscité des soupçons quant à une possible prophétie ou à une connaissance préalable de l'événement. Amazon a rapidement retiré l'affiche, expliquant qu'il s'agissait d'une erreur technique ayant affiché une date incorrecte. La controverse a persisté, certains utilisateurs notant les liens de l'auteur avec une entreprise d'intelligence artificielle, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de mystère à la situation. L'affaire reste une énigme, alors que l'on attend des nouveautés. Il est nécessaire de souligner que l'assassinat de Charlie Kirk ne peut pas être compris comme un fait isolé. Sa mort s'ajoute à une série d'épisodes qui montrent comment la violence armée s'est entremêlée à la vie politique des États-Unis. Un pays où les différences idéologiques, amplifiées par la polarisation et l'exposition médiatique,
semble de plus en plus susceptible de se résoudre par des échanges de tirs. Ces dernières années, les attentats contre des personnalités publiques sont devenus un écho constant d'une nation qui vit sous tension. Au début de cette même année, 2 législateurs démocrates de l'État du Minnesota ont été abattus chez eux. L'un d'eux n'a pas survécu à ses blessures. Cet événement a suscité un profond débat sur la sécurité des représentants publics, mais il a rapidement été éclipsé par de nouvelles tragédies. L'ancien président Donald Trump a également été la cible de la violence. Il a survécu à 2 tentatives d'assassinat l'année dernière, dont l'une a eu lieu à Butler, en Pennsylvanie. Cela a laissé une image gravée dans la mémoire collective. Trump, avec une balle effleurant son visage, entouré de chaos et de sang. L'attaque rappelle de façon inquiétante l'attentat contre Charlie Kirk dans l'Utah. La liste continue en 2022. Un assaillant armé d'un marteau a fait irruption dans la maison de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, et a attaqué brutalement son mari. Et quelques années plus tôt, en 2017, un homme a ouvert le feu sur des membres républicains du Congrès alors qu'ils s'entraînaient au baseball en Virginie, en blessant plusieurs d'entre eux, et en instaurant l'idée qu'aucun espace, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, n'est à l'abri du spectre de la violence politique. L'assassinat de Kirk, donc, n'est pas seulement l'histoire d'un leader conservateur abattu par balle en plein débat. C'est aussi le reflet d'une fracture sociale plus large. Un pays où les différences idéologiques ne sont pas seulement différées. On ne les débat pas seulement dans les urnes et les médias, mais de façon alarmante, elles se règlent souvent les armes à la main. L'influence de Charlie Kirk n'a pas pris fin avec sa mort. Turning Point États-Unis d'Amérique poursuivra son travail en mobilisant des millions de jeunes et en consolidant l'infrastructure que Kirk avait construite depuis ses débuts dans le garage de ses parents. Son approche de l'activisme, de la médiatisation et de la création de réseaux étudiants est devenue un modèle durable et reproductible. De plus, sa vie et sa fin tragique ont inspiré des réflexions sur la vulnérabilité des personnalités publiques. Dans un climat politique polarisé, le rôle des jeunes leaders et l'interaction de la politique moderne avec médias, réseaux sociaux et activisme direct. Charlie est devenu pour beaucoup un symbole. Pour certains, un symbole de leadership chez les jeunes, de courage face à l'adversité, et de comment une voix peut transformer la perception politique de toute une génération. Pour ce groupe, aujourd'hui, Kirk est en train de devenir un martyr. Pour d'autres, sa carrière et sa fin illustrent qu'on ne peut attendre de discours violents qu'ils n'entraînent pas d'actes similaires. Ceux qui soutiennent cela estiment qu'il est nécessaire et urgent de réévaluer la manière dont on débat de la politique, car tant que l'on encourage la rancœur, nous sommes condamnés. Pour le dire autrement, combien de morts supplémentaires seront nécessaires pour que le monde confronte de manière réelle et profonde le lien étroit entre politique, discours de haine et violence armée?